Bien. Maintenant, c'est au tour de Monsieur l'ambassadeur Gérard Chénel. Merci, Madame la Présidente. C'est pas assez près encore, mais je ne vais pas l'avaler. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous voir nombreux ce soir. Je vais commencer mon intervention par une petite histoire que j'ai vécue et qui fait partie de la grande histoire. C'était le jour où je prenais mes fonctions de directeur adjoint d'Asie. Le directeur partait immédiatement à Séoul pour accompagner notre président. Le 16 octobre 2000, le président, M. Chirac, partait à Séoul pour le sommet de l'ASEM. Avant cela, il s'était concerté avec ses collègues anglais, M. Tony Blair, et allemand, Gerhard Schröder, au sujet de la question « Est-ce que nous allons reconnaître ou non le régime de Pyongyang ?» Et comme ce sommet de l'ASEM avait lieu quelques mois seulement après la déclaration conjointe Kim Jong-il, ils décidèrent de ne pas reconnaître Pyongyang pour ne pas interférer dans ce dialogue qui s'instaurait. Voilà, ils prennent l'avion tous les trois avions différents bien sûr, et en arrivant à Séoul, M. Chirac apprend que non, finalement, les Anglais vont reconnaître Pyongyang, finalement les Allemands vont reconnaître Pyongyang. Il n'a pas beaucoup apprécié ce qu'il a considéré comme une trahison et il a décidé, lui, de ne pas reconnaître Pyongyang. Il rencontrait le président sud-coréen juste après, M. Kim Dae-jong, et il lui dit que la France serait vertueuse. M. Kim Dae-jong lui dit « Mais vous faites ce que vous voulez. Non, nous ne reconnaîtrons pas Pyongyang. » Voilà, le résultat de cette affaire, c'est d'abord une belle cacophonie au plan européen, mais ce qui est assez surprenant, c'est que malgré tout ce qui s'est passé dans la région et dans le monde depuis maintenant presque 18 ans, la situation n'a pas évolué d'un pouce. Voilà. Alors l'intention de Géopragma, ce n'est pas de prôner une reconnaissance par la France du régime de Pyongyang, ni non plus de recommander que nous ne changeons pas de position. Notre idée, c'est de recueillir les opinions des uns et des autres, opinions de spécialistes ou simplement de gens intéressés, pour essayer de définir une position qui ne s'embarrasse pas d'idées préconçues et ne se laisse pas entraver par le poids de l'histoire. Dans cet esprit, de très nombreuses questions méritent d'être considérées d'un œil neuf. Restons un instant encore en Corée. Encore une expérience personnelle. Difficile à vivre, vous allez voir. À la fin des années 90, à l'issue d'une compétition sanglante avec Siemens, Alstom emporta la construction du TGV Séoul-Busan, 300 km. L'entreprise française avait dû, pour cela, faire de tels sacrifices financiers que l'on a parlé d'une victoire à la Pyrrhus. Alors, pour éviter de retomber dans ce genre d'errement, les deux entreprises décidèrent de s'allier pour présenter une offre conjointe pour le TGV de Taïwan, qui est à peu près équivalent à 350 km de Taipei à Kaohsiung. La locomotive serait Siemens et les wagons Alstom. Cette formule semblait devoir réussir. Quand j'arrivais à Taipei fin 97, le couple franco-allemand entrait dans la phase finale des négociations avec le Taiwan High Speed Railway Consortium. C'était pratiquement gagné. Mais c'était sans compter avec la volonté farouche de la concurrence japonaise qui voulait à tout prix exporter enfin le Shinkansen. Le Shinkansen n'avait jamais été vendu à l'extérieur du Japon. Donc les Japonais ont fait un effort financier considérable et ils ont profité des circonstances. On ne pouvait pas le prévoir, mais le 21 septembre 1999, il y a eu un tremblement de terre gigantesque qui a affecté la totalité de Taïwan, qui a fait 2400 morts en 50 secondes et qui a quand même un petit peu affecté le moral des gens. Mais ça a permis aux Japonais de faire valoir leur expérience en matière de tremblement de terre, l'expérience qu'ils ont affirmée bien supérieure à la nôtre. Toujours est-il que ceci s'agitant à cela, eh bien, c'est eux qui ont emporté le TGV. Alors on s'est consolé en pensant que ce qui était important, c'était le TGV chinois, qu'on allait sûrement obtenir le TGV Pékin-Shanghai, qui était beaucoup plus important. Mais tout à nos problèmes avec Taïwan, on n'avait pas vu que la Chine n'avait aucune intention de laisser réaliser un TGV par aucune entreprise étrangère. Elle voulait le faire elle-même, bien sûr. Alors cela conduit à plusieurs questions. Avons-nous bien pris la mesure de la puissance industrielle chinoise et de la rapidité de ses progrès?
Avons-nous bien calculé les conséquences des transferts de technologies concédés dans plusieurs domaines clés de notre industrie, les chemins de fer, mais aussi l'aviation, les centrales nucléaires? On disait à l'époque qu'on se gardait une année d'avance. À l'époque, quand j'étais en activité dans ces régions, il y a une dizaine d'années encore, on se gardait une année d'avance. Excès de confiance, naïveté. Avons-nous suffisamment apprécié la concurrence que la Chine est maintenant en mesure de nous faire dans ces domaines clés sur des marchés tiers? Avons-nous tout simplement une politique chinoise? Face aux ambitions grandissantes de la Chine, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut baisser les bras? Est-ce qu'il faut chercher à la contenir et comment? Ou est-ce qu'il faut coopérer, comme le recommandait M. de Villepin l'autre jour dans un colloque à la Sorbonne? Voilà, il faut en discuter. Il faut y réfléchir. Ce soir, je resterai sur l'Asie puisque le temps nous est compté et je me contenterai de poser encore quelques questions qui me paraissent majeures. L'Inde, par exemple. Est-ce qu'il faut jouer l'Inde contre la Chine ou le contraire? Observons de près l'évolution des rapports entre ces deux géants asiatiques. Est-ce qu'il faut souhaiter qu'ils se rapprochent? À la Sorbonne encore, l'autre jour, j'entendais un professeur au Collège de France qui disait qu'on avait parlé de Chine-India à une époque, les deux superpuissances qui se rapprocheraient. Est-ce qu'il faut le souhaiter? Est-ce qu'il faut le redouter? C'est des questions qu'il faut absolument se poser. La Russie, grande puissance asiatique, puisqu'elle occupe quand même le tiers nord du continent, elle mériterait à elle seule une foule de questions. Je me contenterai aujourd'hui de nous demander si un resserrement des liens de la Russie avec l'un ou l'autre des deux autres géants asiatiques, voire avec les deux, ne provoquerait pas un véritable basculement stratégique qui affecterait la planète entière. Demandons-nous aussi quelles seront les conséquences du réchauffement climatique, conséquences positives, celles-là, qui permettront à la Russie d'exploiter des millions et des millions d'hectares supplémentaires de terres cultivables en Sibérie. Ça change considérablement la donne. Un autre petit pays d'Asie, l'Indonésie, quatrième puissance démographique mondiale, premier pays musulman, agressé aujourd'hui par l'influence wahhabite. Est-ce que nous avons pris la mesure de ce leader de l'ASEAN? Que comptons-nous faire? J'ai appris récemment que Total, qui est présent dans ce pays depuis plusieurs décennies, se retire. C'est bien dommage. L'ancienne Indochine française, est-ce que nous y occupons toute la place qui devrait être la nôtre? Quid de la langue française en particulier? Dans tous ces cas, mon souhait en participant à la Fondation Géopragma, c'est que nous nous posions des questions cruciales, qu'elles plaisent ou non, et que nous réfléchissions avec vous aux réponses possibles. Nous ne détenons aucune vérité particulière. Nous souhaitons rassembler sur tel ou tel thème des hommes d'affaires, des universitaires, des chercheurs, des diplomates, des journalistes, des étudiants, des gens d'expérience, pour trouver des voies nouvelles.